Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons avoir 4 news. Avec le premier news, discrimination en France, le handicap en bonne place. Plus de pauvreté, moins de loisirs, moins d'embauches, plus de violence. Le rapport 2023 sur les discriminations en France révèle une réalité parfois alarmante sur le quotidien des personnes handicapées. Objectif: interpeller via des données efficaces, couleur de peau, genre, orientation sexuelle, appartenance syndicale ou encore handicap. Ce sont les 5 motifs passés au crible dans le rapport 2023 sur les discriminations en France, rendu public par l'Observatoire des inégalités le 28 novembre 2023. Sans credo contre les discriminations, l'information est une arme. Ce travail approfondi ne résulte pas d'un sondage, mais de l'analyse des plus importants travaux de recherche menés sur ce thème. Sans grande surprise, sur une centaine de pages, 10 de 68 à 78 sont consacrées aux discriminations, parfois indirectes, faute d'adaptation et de prise en compte, obstacles et autres inégalités dont sont victimes les personnes en situation de handicap. Les constats s'alignent sans grande surprise: plus de précarité monétaire, une insertion professionnelle plus difficile, des discriminations à l'embauche lors d'un testing de recrutement, des métiers moins qualifiés, un accès aux vacances dégradé et plus de risques d'être victime de violences. Impossible de passer au crible tous les critères par manque d'informations, comme un puzzle impossible à assembler. Pas de chiffres sur le handicap. C'est en effet là que le bas blesse. Si chaque année des rapports font état des discriminations liées au handicap en France, émanant du défenseur des droits depuis sa création en 2008, ou d'associations dédiées, le rapport déplore qu'aucun organisme public ne réalise un état des lieux global. Il a fallu 14 ans après son enquête de 2008 pour l'INSE mène en 2022 une nouvelle étude dite Autonomie dont nous connaîtrons les résultats dans les années à venir. Cette situation connue de longue date n'est pas acceptable. Selon les auteurs du rapport, par ailleurs dénoncé par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU depuis au moins 2017, les visages de l'inégalité. Et si l'on entre dans le détail, le taux de pauvreté des personnes handicapées atteint presque 20%, un niveau très supérieur à celui des personnes valides, 12,8%. Au total, près de 840 000 d'entre elles sont pauvres. Près de 40% ne partent pas en vacances pendant au moins une semaine, faute de moyens, 2 fois plus que les personnes valides. Des raisons économiques, mais également liées au manque d'accès aux activités de loisirs et de détente. Pourtant, essentielles au bien-être et à l'inclusion sociale, selon le rapport. Leur taux de chômage, 12%, est presque 2 fois supérieur à la moyenne. Sur près de 3 millions de personnes de 15 à 64 ans reconnues handicapées. Seuls 44% sont en emploi, 75% dans la population générale. Il déplore également que la fonction publique ne soit pas exemplaire. Peinant à atteindre le taux légal des travailleurs handicapés de 6%, 5,4% pour le moment. Enfin, il observe que les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences, les femmes étant particulièrement concernées. C'est aussi la double, voire la triple peine, lorsque les discriminations se cumulent, créant des situations de vulnérabilité renforcées. On peut être handicapé et femme, ou issu des minorités ethniques LGBT. Cette intersectionnalité révèle la complexité des luttes à mener pour ce public. Accéder à la connaissance. Ne soyons pas naïfs. Une partie des discours sur la nécessaire inclusion des femmes ou des personnes handicapées, par exemple, ont pour fonction de masquer la profonde fracture sociale, expliquent les auteurs qui dénoncent des discours sur la diversité pour faire diversion, des sorts méprisés face à la propagande publique sur la parité. À l'heure où les fakes, l'obscurantisme et les discours haineux submergent l'info, ils entendent publier des faits vérifiables sans ouvrir de débat, sans prise de position. Ce rapport a vocation à devenir une référence pour sensibiliser et débattre. Rappelons que des centaines de milliers de personnes sont à l'œuvre de tous les jours dans de très nombreuses associations pour défendre l'égalité dans tous les domaines. Il entend permettre de conduire les politiques d'égalité effective, reconnaître les préjudices, réparer les atteintes aux droits, redonner la voix à celles et ceux qui subissent les discriminations et qui sont liés dans leur expérience. Et surtout, permettre à tous d'accéder à la connaissance. Nous passons tout de suite avec le deuxième news, loi plein emploi, handicap, sur le milieu ordinaire à tout prix. 6 mois que le gouvernement tient en haleine les associations. 17 mesures pour le plein emploi des personnes handicapées avec, en fil rouge, une priorité vers le droit commun.
La formule est martelée à maintes reprises le 20 novembre 2023 par les ministres du Travail et du Handicap, Olivier Dussopt et Fadila Khattabi, lors de l'inauguration de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. 7 mois après la conférence nationale du handicap, CNH, à l'Élysée, cette SEPH a un goût particulier. Attendu au tournant après les annonces présidentielles dans le domaine de l'emploi, l'exécutif doit s'exécuter. Nous sommes à un moment essentiel pour l'emploi des personnes handicapées, clame Fadila Khattabi. Les 17 mesures dédiées s'inscrivent dans le projet de loi plein emploi adopté par le Parlement le 14 novembre 2023. Mais, derrière les effets d'annonce, quel changement en particulier pour les travailleurs du milieu protégé? Quelle nouveauté pour l'emploi? Parmi les grandes nouveautés, les orientations en établissement et services d'accompagnement par le travail, ESAT, seront prononcées par les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, mais sur une préconisation de France Travail, fusion de Pôle et Cap Emploi à partir de 2024, en privilégiant l'orientation en milieu ordinaire simple ou accompagné, les entreprises adaptées de travail temporaire EATT et les contrats à durée déterminée nommés tremplin, CDTT, jusqu'ici expérimentaux, vont être pérennisés. Autre annonce particulièrement attendue, dès 2024, la convergence des droits des usagers des AT vers ceux des salariés du milieu ordinaire, droit de grève, adhésion à un syndicat, frais de transport, mutuelle collective, etc., avec néanmoins la conservation de leur protection spécifique, aussi la création d'un sac à dos numérique qui entend faciliter la mobilité des travailleurs handicapés en recensant les aménagements dont ils ont bénéficié afin de pouvoir les conserver en cas de changement d'employeur. Un en même temps gouvernemental. Dans cette logique interministérielle, Olivier Dussopt et Fadila Khattabi ne souhaitent pas mener une politique d'emploi à part pour les personnes handicapées, mais s'inscrire plutôt dans une démarche vers le milieu ordinaire. Ils n'adhèrent pas pour autant à 100% au principe de désinstitutionnalisation, comprendre faire tomber les murs des établissements médico-sociaux tels que les ESAT, pourtant martelés par l'ONU depuis des années qui dénonce notamment en France un système discriminant voire maltraitant. Ce en même temps gouvernemental peut-il rassurer le monde associatif? La plupart des représentants que nous avons interrogés y sont plutôt favorables. C'est le cas de Dominique Clément, conseiller emploi et formation de Paralysie Cérébrale France, qui a participé au groupe de travail dans le cadre de la préparation de la CNH. Ça a été fait conjointement avec les deux ministères. Ce sont de belles avancées. Maintenant, il faut que ce soit traduit dans la loi et les pratiques. L'empreinte historique des ESAT, lui, ne se dit pas favorable à une désinstitutionnalisation totale. Nous n'avons jamais été pour la révolution. Je pense qu'elle n'est pas appropriée pour les ESAT. Selon lui, ces travailleurs auraient une capacité de production inférieure de 30%. Sur les 120 000 personnes travaillant dans ces structures, on estime que seuls 25 000 pourraient basculer dans le milieu dit ordinaire, explique-t-il. Pour les 95 000 autres, ils assurent davantage un travail honorable qui comble un besoin d'utilité plus que de productivité. La désinstitutionnalisation est mise en avant comme ligne d'horizon, en particulier concernant les ESAT, mais le secteur est aussi marqué par son empreinte historique et les évolutions en cours prendront du temps. Complète APF France Handicap. L'association semble soutenir globalement la position du gouvernement, même s'il maintient des points de vigilance, notamment sur les moyens alloués au service public de l'emploi pour mettre ces mesures en œuvre. Ne pas brûler les étapes. Secrétaire général de la FNATH, Association des accidentés de la vie, Sophie Crabette est sensiblement du même avis. Elle a aussi participé au groupe de travail en amont de la CNH et estime s'être sentie écoutée. D'après elle, il ne faut pas brûler les étapes. Une désinstitutionnalisation brutale peut être dangereuse. Cela nécessite dans un premier temps de réfléchir sur le terrain à la façon nouvelle de mettre en œuvre l'accompagnement médico-social, l'alignement des salaires de ces travailleurs et la montée en compétence des établissements qui les accueillent. Ne pas oublier le médico-social. De son côté, Isabelle Mérian, directrice de la FAGER, qui fédère les établissements de la réadaptation professionnelle en France avec la vocation d'orienter les travailleurs vers le milieu ordinaire, mentionne quelques points d'attention, notamment le fait de ne pas oublier le médico-social dans une perspective pluridisciplinaire. Sur le papier, les mesures sont attrayantes, mais attention de ne pas faire table rase du passé et de mettre de côté, par exemple, les centres de préorientation qui n'apparaissent nulle part dans le document présenté par le gouvernement. Complète-t-elle. Il y a beaucoup d'étapes à travailler avant que cette désinstitutionnalisation se fasse bien.
Les recommandations de l'ONU à ce sujet ne datent pas d'hier. On a pris du retard, c'est une évidence, conclut Sophie Crapet. Nous commençons maintenant avec le troisième news. Oscar Pistorius obtient une liberté conditionnelle. L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu le 24 novembre 2023 une libération conditionnelle effective à compter du 5 janvier, 10 ans après le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Le département des services correctionnels confirme le placement en liberté conditionnelle de M. Oscar Leonard Karl Pistorius à compter du 5 janvier 2024, a déclaré l'administration pénitentiaire dans un communiqué du 24 novembre 2023. À l'issue des délibérations d'une commission ad hoc, une prison proche de Pretoria, où l'athlète de 37 ans purge sa peine. Elle a estimé que le primo-délinquant bénéficie d'un soutien positif et que son placement en liberté conditionnelle est conforme à la loi. La mère de Riva Steenkamp, petite amie d'Oscar Pistorius tuée par ce dernier il y a 10 ans, dans une affaire qui a passionné la planète, a estimé que l'ex-champion paralympique ne s'est pas réhabilité pendant son temps passé en prison. Une réhabilitation exige que quelqu'un s'engage honnêtement, avec toute la vérité sur son crime, a-t-elle souligné dans son texte soumis à la commission. L'ancien athlète sera libre, mais soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre d'une banlieue de la capitale Pretoria, a ajouté l'administration. Pendant son placement en conditionnel qui durera jusqu'au 5 décembre 2029, Pistorius devra suivre un programme de réinsertion incluant une thérapie pour ses colères, ainsi que sur les violences faites aux femmes, a précisé à la presse le porte-parole de la famille, Rob Matthews. Il devra également participer à des travaux d'intérêt général. La famille de Riva, qui ne s'était cependant pas formellement opposée à la demande de libération anticipée, s'est dite satisfaite des conditions imposées à Pistorius. Une première demande rejetée. En mars, une première demande de libération conditionnelle avait été rejetée. Les services pénitentiaires avaient estimé à la surprise générale que Pistorius, condamné à 13 ans et 5 mois de prison en appel, n'avait pas purgé la période de détention minimale requise. En Afrique du Sud, les prisonniers peuvent bénéficier d'une libération anticipée après la moitié de leur peine écoulée. Pistorius ayant été condamné en première instance, puis plusieurs fois en appel, il avait été calqué que, selon un décompte commençant à la date de sa dernière condamnation, il n'avait pas purgé le temps minimum. Mais la Cour constitutionnelle a contredit ce calcul, estimant le mois dernier que le décompte devait commencer à la date de son premier placement en détention. L'idole déchue. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a abattu sa compagne, la mannequin Riva Steenkamp, 29 ans, tirant 4 fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. Dans sa maison ultra sécurisée de Pretoria, riche, célèbre, le sextuple champion paralympique est à l'époque auréolé de gloire. Il était entré dans la légende sportive un an plus tôt en s'alignant avec des valides aux 400 mètres des Jeux Olympiques de Londres, une première pour un double amputé des 2 jambes. Blade Runner, comme il est surnommé, en référence à ses prothèses de carbone, affirme avoir cru à la présence d'un intrus. Il écope de 5 ans de prison pour homicide involontaire à l'issue de son premier procès en 2014. Le parquet estime la justice trop clémente et réclame une requalification en meurtre. En 2017, la Cour suprême d'appel condamne finalement Pistorius à plus de 13 ans de réclusion. Lâché par ses sponsors, ruiné, l'idole déchue vend sa maison pour payer ses avocats. Procédure éprouvante. Dans le cadre de sa demande de liberté conditionnelle, Oscar Pistorius a rencontré l'an dernier les parents de Riva Steenkamp. L'étape obligatoire visant, selon les autorités, à s'assurer que les détenus reconnaissent le mal causé. Je ne crois pas à son histoire, avait lâché June Steenkamp à la présente. Le père de Riva Steenkamp est décédé en septembre. Toute la procédure a été très éprouvante sur un plan émotionnel, a souligné auprès de l'AFP l'avocate de la famille, Tania Cohen. Et enfin, nous passons au 4e news avec Café Joyeux. Un comptoir ouvre ses portes à Canal+. Le Café Joyeux poursuit son implantation en entreprise et a ouvert le 24 novembre 2023 un comptoir dans l'enceinte de Canal+. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité de la série L'Épopée Joyeuse, diffusée depuis 2022 par la chaîne. Après avoir installé sur la plus belle avenue du monde et avoir essaimé un peu partout en France, le Café Joyeux s'implante en entreprise, et pas n'importe où. Au sein du groupe Canal+, le premier comptoir ouvre ses portes dans les locaux de la chaîne le 24 novembre 2023, en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, SEPH, en écho à l'épopée joyeuse. Une inauguration qui s'inscrit dans la continuité de la série documentaire L'Épopée Joyeuse.
Un 5e en cours de tournage sera diffusé l'an prochain, réalisé par le duo Toledano Nakash et rediffusé gratuitement à l'occasion de la SEPH dès le 23 novembre 2023 sur MyCanal. Suivent le parcours d'hommes et de femmes avec un trouble du spectre autistique ou en situation de handicap qui, via le Café Joyeux, ont décroché un CDI. Ce sont 4 nouveaux équipiers qui rejoignent la brigade de ce nouveau comptoir dans les locaux du groupe télévisuel. Nous avons la responsabilité particulière de mettre en lumière, à travers nos programmes, les initiatives inspirantes et les porteurs de projets qui œuvrent pour une société plus inclusive, diverse et équitable, a réagi son patron Maxime Sada. Un premier resto d'entreprise en 2021. Ce n'est toutefois pas la première fois que la chaîne de restauration rapide solidaire pose ses valises en entreprise. En juillet 2021, la mutuelle Clésia ouvrait le premier restaurant d'entreprise Café Joyeux. Le but, créer la rencontre au cœur des entreprises, là où chaque jour les collaborateurs peuvent tisser des liens avec les équipiers, expliquaient alors les 2 partenaires. Contrairement à ce premier café dit Inside, le compteur de Canal+ sera plus restreint. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, vous avez écouté les news dans Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Alors rappelez-vous, chers camarades, nous sommes des handicapés, certes, mais nous avons des ambitions. Alors battez-vous pour ce que vous êtes et faites-vous accepter. Et ne laissez pas les gens vous inciter à la haine ou vous inciter à baisser les bras. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer de bonnes journées et n'hésitez pas à nous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire. Salut! Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap.